With the first pick in the 2019 NBA Draft, the New Orleans Pelicans select Zion Williamson from Duke University. Ah, la draft NBA. Ce moment tant attendu chaque année par les franchises en bas de classement. L'espoir d'obtenir le sésame du premier choix et ainsi avoir la possibilité de drafter n'importe quel joueur dans le monde entier. Plus les années passent et plus les décisionnaires de la Ligue tentent d'équilibrer au mieux la soirée de la loterie qui décide tous les ans de l'heureux élu. Pourtant, si aujourd'hui nous sommes familiers avec ces fameuses balles de ping-pong, la Ligue a connu d'autres systèmes bien plus loufoques. Tiens, par exemple, si je vous disais que les Bucks avaient récupéré Kareem Abdul-Jabbar sur un pile ou face, vous y croyez ? Non ? Bon, alors faisons un petit saut en arrière. Jordan, here's Michael at the foul line, a shot on Elo, good! The Bulls win it! They win it! The big Bryant to shot! Decide not to use it, way downtown, Nous voilà en 1947, année de la création de la NBA. Le système de draft est alors emprunté aux autres ligues américaines. En effet, il apparaît comme étant plus juste. Sa vision est simple, redonner une chance aux équipes les plus faibles de se construire pour l'avenir en sélectionnant les meilleurs jeunes du pays. À cette époque, pas de loterie. L'ordre de sélection est tout simplement l'inverse du classement. Autre différence, le nombre de tours. Au lieu des 2 que nous connaissons aujourd'hui, à l'époque nous pouvions monter au-delà des 10. En effet, tous les joueurs se présentant à la draft pouvaient être sélectionnés jusqu'à l'épuisement des stocks. Tenez, par exemple, en 1969, la draft a compté pas moins de 20 tours pour 218 joueurs sélectionnés. Évidemment, les 3/4 ne fouleront jamais un parquet NBA, et en gros, à cette époque, c'est un peu la foire à la saucisse. Mais ça ne s'arrête pas là. En effet, nous pouvons ajouter la règle des territorial picks. Le territorial pick permettait à une équipe, avant que l'on procède à la draft classique, de choisir un joueur formé à proximité. À l'époque, l'objectif est de séduire le public, de le fidéliser. Si les gens voient le petit gars du coin se former à l'université et se faire drafter par la franchise NBA d'à côté, ça donne plus envie d'aller le suivre. Bon, je vous le dis tout de suite, ce système s'est révélé être la fausse bonne idée. Déjà, il avantageait énormément les grandes villes, évidemment, celles qui disposaient à la fois des universités les plus cotées et d'une franchise NBA. Et puis bien sûr, nous avons eu le droit à des dérives. Ce fut le cas par exemple lors de la draft de Wilt Chamberlain. Wilt jouait alors à l'université de Kansas, où aucune franchise NBA n'était implantée. A priori donc, aucune possibilité de territorial pick. Sauf que le patron des Warriors de Philadelphie, oui, les Warriors jouaient bien à Philadelphie avant de déménager à San Francisco. Donc, le patron de la franchise ne compte pas laisser filer la perle rare qu'est Wilt Chamberlain. Et pour ce faire, il va nous avancer un bon petit argument d'escroc consistant à dire que Wilt avait grandi à Philadelphie. Et bingo, ça passe, les Warriors vont user de leur territorial pick pour pouvoir s'attacher les services du futur géant de la NBA avec la réussite que l'on connaît. Bon, faisons le point rapidement, pas de loterie, des drafts avec plus de 20 tours, des territorial picks. La NBA voit bien que cette affaire ne tourne pas rond, et décide donc de balayer cette idée. Fini de sélectionner le grand gaillard en numéro 1 parce qu'il avait visité l'église du village en 1952. Un pile ou face, vous connaissez tous ? C'est bon ? Eh bien voilà, c'est comme ça que seront décidés les futurs premiers choix de la draft NBA. Fini les territorial picks, bienvenue au coin flip entre les derniers de chaque conférence. Et ce système, il va durer jusqu'en 1985, jusqu'à ce qu'on se rende compte évidemment que là aussi il y avait des failles, et que les équipes NBA ont su les exploiter. Ce système fera beaucoup d'heureux et a fortiori autant de malheureux. Voici quelques exemples. Le premier, et non des moindres, la draft 1969 d'un certain Kareem Abdul-Jabbar, encore pour quelques jours le meilleur scoreur de l'histoire de la NBA. Les Bucks remportent le pile ou face contre les Phoenix Suns. La franchise passe ainsi de 55 défaites à 56 victoires et un titre 2 ans plus tard. Du côté des vaincus, à Phoenix, on se console avec Neil Walk. Vous ne le connaissez pas ? C'est normal. Est-ce que Phoenix a gagné ne serait-ce qu'un seul titre depuis cette affaire ? Non ? Ok, très bien. On enchaîne avec la draft de 1974. Pile ou face entre Portland et Philadelphie. Ce sont les Blazers qui l'emportent et sélectionnent Bill Walton, rien que ça.
3 ans plus tard, Bilou nous enverra 20 points, 23 rebonds, 7 passes et 8 contres durant le Game 6 des finales et ainsi remporter le titre face à, je vous le donne en mille, les Sixers. Ouais, celle-là elle fait mal. Bon là, pour la draft 1979, nous arrivons au point d'orgue de la loose. Oui, je vous parle bien de la draft de Magic Johnson chez les Lakers. Comment ça ? Les Lakers, ils ont pas déjà Karim dans leur effectif ? Si, après son titre aux Bucks, Cage avait décidé de signer chez les Lakers et ils atteignaient tous les ans les playoffs. Pas de quoi être dernier donc. Mais c'est là qu'intervient le Jazz de la Nouvelle-Orléans. Et oui, le Jazz n'avait pas encore déménagé chez les Mormons. Nous devons remonter 3 ans plus tôt, en 1976. À l'époque, la franchise possédait déjà sa star, le génial Pete Maravich. Mais malgré lui, les défaites s'enchaînent. Du côté des Lakers, un cycle se termine. Titré en 1972, Will Chamberlain prend sa retraite l'année suivante, et Jerry West le suit en 1974. La troisième star de cette grande équipe est l'arrière Gail Goodrich. Moins connu du grand public, il était pourtant un véritable sniper, un shooter incroyable, tournant à plus de 23 points de moyenne sur ses 5 dernières saisons, tout en étant 4 fois All-Star. Mais Goodrich arrive en fin de contrat. Ses acolytes du titre étant retraités, il répond favorablement à la proposition du Jazz qui souhaite épauler sa star. Mais nous sommes en 1976, et la NBA nous réserve son lot de subtilités. En effet, à cette époque, si une équipe souhaitait signer un free agent qui était un joueur confirmé, un vétéran comme on dirait aujourd'hui, la franchise perdant celui-ci doit recevoir une compensation. Et tenez-vous bien, le Jazz va envoyer ses 3 prochains premiers tours de draft aux Lakers, soit celui de 1977, 1978 et 1979. Mais rien ne va se passer comme prévu. Goodrich est vieillissant, déjà 32 ans, et au bout de seulement 27 matchs, il va se rompre le tendon d'Achille. Forcément, le Jazz va enchaîner les saisons pourries et se retrouve dépossédé de ses premiers choix de draft. Tiens, ça me rappelle un truc ça. Enfin bref, Gail Goodrich revient, mais n'a plus son niveau d'antan. Il tourne à seulement 12 points par match et raccroche les Sneakers en 1979. Le Jazz se retrouve avec le pire bilan de la ligue, et qui se retrouve à jouer le coin flip à leur place ? Bingo, les Lakers. Et accrochez-vous bien, parce que c'est pas fini. Ces mêmes Lakers vont tirer la pièce face aux Bulls. Le GM de Chicago de l'époque a choisi de faire voter les fans pour choisir le côté à choisir de la pièce. Le résultat, les fans choisissent pile. Le jour du coin flip arrive. Larry O'Brien, commissionneur de la NBA à l'époque, demande leur choix au GM. Rod Thorne, le GM des Bulls, se lance en premier et choisit pile en suivant le vote des fans. Larry O'Brien lance la pièce, évidemment c'est face. Donc sur un pile ou face, les Lakers viennent d'obtenir la possibilité de drafter le meilleur meneur de tous les temps. Plus tard, Rod Thorne en plaisantera. À chaque fois que je dois décider de quelque chose me concernant avec une pièce, je choisis toujours face. C'est le côté ironique de l'histoire. Mais nous sommes surtout face à un immense what if. En effet, seulement 5 ans plus tard, en 1984, souvenez-vous, les Bulls se sont retrouvés en position de drafter un certain Michael Jordan. Le GM des Bulls le confiera également. La vie est tout de même pleine d'ironie, et si on avait gagné le coin flip et qu'on avait eu Magic, on n'aurait sûrement jamais pu récupérer Michael. Les Bulls ont juste dû attendre un peu plus avant d'être bons, et au final, ça a marché pour les deux équipes. Imaginez, si les Bulls avaient sélectionné Magic, qui sait où Jordan aurait pu atterrir. Enfin, pour en terminer avec l'ère du coin flip, nous arrivons à cette fameuse draft de 1984 justement. Pour la deuxième année de suite, ce sont les Rockets qui obtiendront le premier choix et jetteront leur dévolu sur le Dream, Hakeem Olajuwon. Après avoir drafté en première position Ralph Sampson l'année précédente, les Rockets s'offrent donc en 2 ans une raquette bien sympathique qui atteindra les finales en 86. Cependant, de nombreux dirigeants d'autres équipes accusent la franchise texane d'avoir fait exprès de perdre des matchs en fin de saison pour encore une fois avoir la chance de jouer le pile ou face. Jugez plutôt, le 2 février 1984, Houston a un bilan de 20 victoires pour 26 défaites. Et s'ensuivra comme par hasard une série de 9 victoires pour 27 défaites pour conclure la saison. Chez nous, on appelle ça un bon tanking parfaitement maîtrisé. Suite aux accusations à l'encontre de Houston et également avec l'arrivée d'un certain David Stern, le système de draft changera en 1985 et sera intronisé la première loterie. Cette année-là,
Les 7 équipes non playoffables avaient chacune une chance égale de remporter le premier pick. Mais la draft 1985 fut là aussi l'occasion d'un scandale sur lequel nous pourrions revenir dans une prochaine vidéo. Et voilà comment se termine l'histoire mouvementée de la draft NBA qui nous offre chaque année son lot de surprises et de rebondissements. Alors, qui va récupérer Victor en juin ? Les tanks sont lancés.